On commence? Mesdames, Messieurs, sans plus attendre, je vous propose de commencer cette conférence dégustation intitulée « Les liqueurs d'agrumes de Kochi ». Je suis Julien Chamarois et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pendant la conférence et également la dégustation. Sans plus attendre, je vous invite tout d'abord à regarder une petite vidéo rétrospective du concours Coola Master 2025. Et voilà, pour cette petite perspective, on peut applaudir, effectivement. C'était la 9e édition de ce concours, un concours qui a rassemblé cette année 1349 washu, c'est-à-dire sake, shochu et umeshu. Un concours qui a pris de l'ampleur et je vais partager avec vous quelques chiffres, puisque nous avons remis les prix hier à l'ambassade du Japon à Paris. Pour la catégorie Honkaku Shochu Awamori, c'était 18 médailles de platine, 36 d'or, soit 54 médailles en tout pour 162 candidats. Pour la catégorie sake, en ce qui concerne les koshu ou sake vieilli, c'est 7 médailles de platine, 12 d'or, soit 19 médailles. Pour les umeshu, liqueurs de prune, on compte 11 médailles de platine, 13 médailles d'or, soit en tout 24 médailles. Enfin, en ce qui concerne les vins japonais, ce sont 3 médailles de platine, 8 médailles d'or, soit en tout 11 médailles pour 31 candidats. Des chiffres impressionnants, vous l'aurez compris, les boissons japonaises se sont installées sur la table française. Et d'ailleurs, c'est le sujet que nous allons approfondir aujourd'hui avec une invitée très particulière, spéciale. Je suis très content de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Il s'agit de Chloé Cazot-Grandpierre, sake sommelière et shochu advisor. Elle est également l'autrice d'un livre intitulé « 111 sakés à ne pas manquer ». Elle a un podcast intitulé « Kome » sur les vins. Elle a également créé un lieu de rencontre avec le saké à Bordeaux qui s'appelle Otsukimi, buveur de lune, qui est en fait le fruit d'une longue réflexion de Chloé
Et Otsukimi a une mission, c'est de nous faire découvrir et redécouvrir le saké et les alcools japonais dans le sud-ouest, mais pas uniquement. Ça, c'est bon à savoir. Elle nous propose également de nouveaux produits régulièrement pour flatter un peu nos papilles. Enfin, Chloé a également ouvert un restaurant à Bordeaux qui s'appelle Oba, qui est un restaurant japonais izakaya bistronomique. Elle nous en parlera un petit peu. Enfin, si j'ose dire, Chloé organise aussi des initiations pour les particuliers ou les comités d'entreprise et des événements ponctuels autour du saké bien sûr et des alcools japonais. Elle collabore également avec des sommeliers, des pâtissiers et des chefs de la région. Sans plus attendre, je l'invite à nous rejoindre. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très très longue à chaque fois. J'espère que voilà, vous allez bien. Je vous remercie vraiment de vous joindre à nous ce soir pour découvrir un petit peu les liqueurs d'agrumes de la région, de la préfecture de Kochi. Donc, sans plus attendre, vous avez vu, je vous ai mis une magnifique photo de fleurs de yuzu. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. J'espère que cette photo vous permet un petit peu de faire travailler votre mémoire et de sentir un petit peu justement le parfum des agrumes. Ah oui. Il faut que je mette on, sinon ça ne marche pas. Hop, voilà. Donc j'ai été très très bien présentée, mais je souhaitais également parler de quelqu'un de spécial ce soir. Aussi, une femme, Chiemi Okumoto, qui est avec nous ce soir bien évidemment, et qui est l'ambassadrice en fait de la préfecture de Kochi depuis 7 ans, si je ne m'abuse. Et c'est grâce à elle en partie ce soir si nous pouvons faire cette magnifique conférence. Donc merci aussi à la Maison de la Culture du Japon de nous accueillir pour cette occasion. Donc nous allons avoir cette conférence et puis ensuite bien sûr il y aura la partie dégustation, la partie pratique. Et c'est durant ce moment, je serai avec vous que vous pourrez, si vous en avez l'envie ou si vous avez des questions, ça sera à ce moment-là qu'on pourra échanger. Mais en tout cas voilà, Chiemi, si tu peux te lever, si on peut l'applaudir. Voilà. Qui est consultante en gastronomie, qui a elle aussi sorti un ouvrage sur les ramen pad thai et compagnie, nouilles à toutes les sauces. Et je pense que dans cet ouvrage, on parle justement un petit peu quand même des agrumes, parce que vous allez voir durant cette conférence qu'on peut, alors certes, déguster les liqueurs d'agrumes, les manger, mais dans la cuisine japonaise, on les utilise aussi en condiment, et notamment le yuzu sous forme de sauce que l'on appelle ponzu. Voilà. Alors pour cette conférence, je vous propose de voyager en fait autour de plusieurs thèmes. Le premier quand même thème, je pense, qui est important, c'est de vous situer quand même la préfecture de Kochi. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés dans cette préfecture. J'espère que vous pourrez m'en parler lors de la dégustation. On pourra échanger à ce sujet, mais je pense que c'est important quand même de situer géographiquement la préfecture. Ensuite, on parlera de Tosa Sake, donc, qui est quand même un savoir-faire ancestral de cette préfecture, c'est-à-dire la production de saké. Et mon petit doigt me dit d'ailleurs que vous aurez des liqueurs d'agrumes, mais aussi quelques sakés de la préfecture à déguster tout à l'heure. Enfin, on abordera bien sûr le thème central, c'est-à-dire les agrumes, ces milliers de soleils parfumés que l'on retrouve dans cette préfecture. Et vous allez voir, je pense peut-être que vous le savez déjà, au Japon il y a énormément d'agrumes, mais Kochi, c'est un niveau supérieur quand même sur la production des agrumes. Ils sont quand même très, très leaders, donc il y a une très belle diversité et on pourra voir plusieurs agrumes différents. Et ces agrumes-là, bien sûr, vous allez pouvoir les déguster puisque c'est le meilleur des mariages, selon moi. Alors, peut-être vous n'avez pas le même avis, mais bon, pour moi c'est le meilleur quand même mariage. C'est bien sûr ces agrumes de la préfecture de Kochi qui
vont faire la rencontre en fait du saké de la même préfecture et vont donner des boissons absolument délicieuses. Donc vous en aurez 9 à déguster. Vous allez voir, il y a bien sûr le fameux yuzu que vous avez ici en photo, que je pense tout le monde connaît parce que c'est peut-être le symbole, un des symboles forts en tout cas des agrumes du Japon. Mais il y aura d'autres surprises gustatives. Donc pour démarrer, sans plus attendre, un petit quand même point sur Kochi, qui est une préfecture au bord de l'océan. Mais pour mieux étayer mes propos, je vous propose de regarder une petite vidéo justement sur la préfecture. Ça donne envie, hein. Il n'est pas encore 18h, mais mon ventre gargouille, hein. Je ne sais pas vous, mais là, les plats de poisson comme ça... Alors, pour vous situer, la préfecture de Kochi, donc vous avez ici une petite carte du Japon. Tout en haut, hein, vous avez l'île de Hokkaido, vous avez Honshu, et puis Kyushu tout en bas. Et cette petite grande île, hein, un peu accent circonflexe, c'est Shikoku. Et dans Shikoku, vous avez 4 préfectures, et l'une d'entre elles s'appelle Kochi. Et donc, la préfecture de Kochi est vraiment située en fait sur l'océan Pacifique. Et c'est vrai que elle est entre terre et mer, montagne et océan. C'est vraiment ce qui définit cette très belle préfecture. Donc, vous pouvez imaginer la diversité des paysages que vous avez à Kochi. C'est la plus grande au niveau de la taille de la préfecture de Kochi. Par contre, c'est quand même la préfecture c'est la seconde préfecture la moins peuplée du Japon. Donc il y a pas beaucoup d'habitants. J'ai même le chiffre. Alors c'est très précis, c'est le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril 2024. C'est 648 313 habitants. C'est toujours très précis, hein, au Japon. Alors ça s'explique en fait parce que c'est la première par contre préfecture au Japon en termes de surface forestière. Donc il y a énormément en fait de forêts sur la préfecture de Kochi, et donc c'est vraiment cet assemblage de forêts, de montagnes et de plages qui fait de la préfecture de Kochi une préfecture vraiment unique en son genre, puisqu'elle a un climat qui est quand même relativement doux. Alors certes, hein, on a bien sûr des hivers qui sont frais, mais on a une différence de température entre le jour et la nuit qui est assez importante, et ça c'est très important pour les agrumes, et notamment pour faire des agrumes qui soient assez explosifs au niveau gustatif. Et c'est pour ça notamment que la préfecture de Kochi est reconnue pour la qualité en fait de ces agrumes. Alors
on a bien sûr le côté mer que vous avez ici. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont des fans de glisse. Est-ce qu'il y en a qui font du surf? Non, si, j'ai quand même un doigt qui s'est levé. Bon, eh bien, cette préfecture du Japon est faite pour vous. Ah, vous connaissez déjà? Ah, bon, parce que voilà, c'est le rendez-vous, c'est the rendez-vous de tous les amoureux de la glisse au Japon. Surf, wakeboard, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, il y a beaucoup de plages. Je vous ai mis une plage qui est très connue, c'est la plage de Katsurahama. Et puis vous avez cette côte qui est vraiment accidentée, la côte Odo. La côte Irino, qui elle par contre est connue pour la glisse, pour la vibe. Et puis l'île de Kashiwa, parce qu'il y a pas mal en fait aussi d'îles dans la préfecture de Kochi. Donc là aussi ça donne très très envie de prendre un billet d'avion parce que quand même il y a une très jolie couleur lagon quand même de l'eau. Et vous avez le côté terre qui lui aussi est forcément très séduisant. Donc les gorges Kuroson par exemple. Alors là je vous ai choisi, on est ça y est en automne, hein, donc je vous ai mis des petits momiji, les petits érables japonais. La cascade Nikobuchi qui est aussi extrêmement connue. Et vous pouvez voir la clarté en fait de l'eau. Et on va en parler dans la préfecture de Kochi. L'eau elle est de très bonne qualité. Il y a beaucoup de rivières. Et ça aussi, ça participe à la renommée des sakés en fait, de Kochi, puisque l'eau est extrêmement importante dans la production du saké. Et vous avez, alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est Monet Marmottan, qui est quand même en fait le seul autre jardin au monde à avoir le droit d'utiliser en fait le nom de Monet. Et c'est une reproduction des jardins de Monet, donc vraiment à découvrir. Et puis ensuite, comme dans beaucoup de préfectures, mais c'est vrai que Kochi est connu aussi pour ça, et bien c'est pour les différentes floraisons. Et ici, j'avais trouvé cette image particulièrement éloquente des pêchers en fleurs de Kamikuki. Donc c'est vrai que je pense que Kochi, c'est une préfecture qui est parfaite pour les amoureux de la nature, mais aussi des escapades urbaines, puisque bien évidemment, il y a beaucoup d'histoires, des villes. Donc la préfecture de Kochi, la ville principale s'appelle Kochi également. Et vous avez en son sein ce magnifique édifice qui est le château en fait de Kochi, qui date du XVIIIe siècle. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de l'histoire de Kochi, parce que c'est une préfecture, bien comme au Japon, qui a une histoire vraiment très intéressante et longue. Peut-être que vous l'avez vu, vous allez sûrement en entendre parler lors de cette conférence et de la dégustation. On parle souvent des sakés de Tosa. Tosa Sake. En fait, Tosa, c'est l'ancien nom de la préfecture de Kochi à l'époque Edo. Donc l'époque Edo, c'est 17e siècle, 19e, pour être très précise, 1603 et 1868. Et donc à cette occasion-là, la préfecture en fait s'appelait Tosa, et c'est lors en fait de la restauration de l'ère Meiji, donc à partir de 1868, que la préfecture a pris en fait le nom de Kochi. Cependant, pour les sakés, comme l'histoire de la production est longue, on a conservé cette identité, et donc on continue d'appeler les sakés de Kochi Tosa Sake. Vous avez donc ce magnifique château. Alors je vous disais 18e, mais en fait il faut savoir qu'il a été bâti au 17e siècle, et puis ça peut arriver, il y a eu un petit incendie et il a été complètement détruit, et il a été reconstruit à l'identique en 1753, donc 18e siècle. Et c'est le seul château au Japon à avoir conservé en fait un donjon traditionnel que l'on appelle Tenshu, c'est-à-dire d'origine,
et il est reconnu depuis 1950, ce château, comme bien culturel important du Japon. Donc vous pouvez tout à fait, si vous allez dans la préfecture de Kochi, eh bien visiter ce lieu. Plus récemment, on va dire, la préfecture de Kochi et notamment la ville de Kochi a été totalement rasée en fait pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc eu un début de reconstruction parce que malheureusement en 1946, il y a eu un terrible tremblement de terre de magnitude 8 et la ville a été engloutie par un tsunami de 4 à 6 mètres de haut. Donc voilà, il y a de la tradition, mais aussi de la modernité, comme beaucoup au Japon, puisqu'il y a eu une reconstruction qui a fait suite à cet événement, l'événement historique, mais aussi climatique qui a suivi. Voilà. Donc c'était un petit tour d'horizon, un petit guidage en fait de Kochi. Et il est impossible de parler de Kochi sans parler de sa gastronomie. Alors là, je sais, vous allez me dire que je suis vraiment horrible. Que déjà pendant la vidéo on a vu des choses délicieuses et que là j'en remets une couche. C'est pour vous ouvrir l'appétit sur les liqueurs après d'agrumes que vous allez déguster. Mais Kochi, c'est très connu pour sa gastronomie. Alors bien sûr au Japon, voilà, tout est bon. J'y étais il y a 10 jours encore et voilà. Je pleure devant Sushi Shop, n'est-ce pas? Voilà, apparemment vous aussi. Mais en tout cas, voilà, à Kochi, il y a vraiment une diversité gastronomique, mais il y a quand même une spécialité, c'est les produits de la mer. Et vous l'avez vu dans la vidéo, on a vu un chalutier où il y avait en fait de la pêche à la bonite. Et on a alors là je vous ai mis plusieurs spécialités. Et est-ce que ma dernière spécialité, voilà, c'est le Katsuo no Tataki. Donc c'est la dernière image que vous avez là. Donc c'est une bonite en fait qui est, alors tenez-vous bien, elle est saisie sur de la paille de riz. Alors vous savez, moi, Julien vous l'a dit, je viens de Bordeaux. Donc moi je suis très entrecôte sur sarment. Sur donc la vigne. Donc eux, ils ont exactement la même chose, mais complètement l'opposé, c'est-à-dire avec du poisson et paille de riz. Donc je me sens très très proche en fait de ce plat et en même temps très loin, mais voilà, l'esprit, je le comprends tout à fait, c'est délicieux. Beaucoup de fruits de mer, de poissons. Et donc ce Katsuo no Tataki, vous avez vu, je vous l'ai mis, il est servi avec du ponzu. Donc le ponzu, c'est fait à base en fait de yuzu. Donc dans toute la gastronomie de Kochi, vous avez l'utilisation en fait des agrumes. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y a même des agrumes qui, vous allez le voir, qui ont des noms qui ont été donnés par des poissonniers. Oui, vraiment, parce qu'ils se sont dit que ça allait bien se marier en fait avec leurs poissons. Et ils ont eu vraiment raison, je pense. Donc vous avez aussi bien sûr de la viande comme du poulet, bien sûr, comme on a ce côté terre-mer. Il y a aussi bien sûr de la viande. Les samouraïs sont très importants aussi dans la préfecture de Kochi. Pour ceux que ça intéresse, vous avez notamment Sakamoto Ryoma, qui est un très célèbre en fait samouraï et qui est connu pour avoir participé en fait à la fin du shogunat Tokugawa, excusez-moi, et donc à la restauration en fait de l'ère Meiji. Donc voilà, c'est peut-être qu'il mangeait ce poulet du samouraï. Peut-être. Nous n'avons pas d'écrit à ce sujet. Voilà. Il est impossible de parler gastro. Vous voyez où je veux en venir à chaque fois. Vous voyez, c'est bien fait. Il faut s'auto-féliciter des fois, ça fait du bien. Donc voilà, on a vu cette magnifique gastronomie et donc on ne peut pas profiter de cette gastronomie sans boire un petit peu de saké, avec modération toujours bien évidemment, mais on l'a dit en introduction, le savoir-faire en fait autour du saké sur la préfecture de Kochi, c'est quelque chose qui est ancestral
Et on ne peut pas parler de gastronomie sans parler de saké, c'est pas raisonnable. Donc vous avez actuellement 19 maisons de production en fait à Kochi. Alors est-ce que vous savez à peu près combien il y a de maisons de production de saké au Japon? J'ai entendu des chiffres. 1500, oui, tout à fait, un petit peu moins. Donc 19, c'est pas énorme sur la préfecture. Je vous ai donc remis la petite carte. Alors là, oui, il faut tourner la tête. Me demandez pas pourquoi. Faut boire un petit coup de saké avant. Mais 19 maisons de production, c'est vraiment pas en effet beaucoup. Cependant, c'est des maisons qui sont installées quand même depuis très longtemps. Et il y a une grande diversité en fait de styles. Cependant, il y a quand même une signature sur les sakés en fait de Kochi. On a parlé de l'eau qui était extrêmement qualitative, qui est pure, qui provient de plusieurs rivières. Vous avez 2 grandes rivières qui sont très connues, c'est Shimanto. Alors là aussi, ceux qui aiment la glisse vont sur la côte, ceux qui aiment le rafting, etc. vont plutôt côté Shimanto. Et vous avez la rivière Niyodo aussi, et puis il y a d'autres cours d'eau, et on utilise en fait cette eau bien évidemment pour la production du saké japonais. Il y a aussi un développement des riz à saké, ce qui permet d'avoir une notion, j'ose ce terme, mais je viens de Bordeaux, vous m'excuserez, de terroir. Sur les sakés en fait de Kochi. Et puis il y a également un grain de folie à Kochi que je ne retrouve dans aucune autre préfecture. Il y a un grain de folie notamment avec la création, le développement de levures. Et pour étayer mes propos, j'aimerais quand même vous parler d'une levure en particulier qui a un nom absolument délicieux, c'est la Space Deep Sea Kobo. Est-ce que vous en avez entendu parler de cette levure? Enfin, de ces levures, parce qu'en fait, c'est un groupe de levures. Alors, pour vous dire, donc en 2005, vous avez un scientifique à Kochi qui se dit... Est-ce qu'on n'enverrait pas quelques levures qu'on a créées dans l'espace, dans la station Soyouz? Voilà. Est-ce que c'est pas une bonne idée ça? Et on va les laisser pendant 15 jours à peu près dans la station Soyouz. Et puis une fois qu'on les ramène, on va voir lesquels ont survécu. Donc ils ont fait ça en 2005. D'où Space, l'espace. Et puis, quelques années après, en 2019, ils se disent « c'est pas suffisant quand même ». Non, on les a envoyés dans l'espace, maintenant, il faudrait qu'on les envoie ailleurs. Est-ce qu'on ne les mettrait pas sous la mer, dans la mer, mais profond, genre 5000 mètres de profondeur? Et en fait, ça n'a pas bien fonctionné en 2019, mais ils se sont dit en 2021, on va recommencer. Et cette fois-ci, on va les mettre à 6200 mètres de profondeur. Ces petites levures qui ont survécu dans l'espace. Donc Space, Deep Sea, donc eau profonde. Kobo, c'est la levure en fait en japonais. Et donc ils les ont laissés, alors je crois que c'est 3 mois, un truc comme ça. Merci, Chimie, San. Ils les ont laissés 3 mois en fait à 6200 mètres de profondeur. Alors vous imaginez aussi la pression. En fait, c'est pour ça que la première fois ça avait pas fonctionné, que toutes les levures en fait avaient pas résisté à cause de la pression terrible. Et là cette fois-ci, alors je sais pas comment ils ont réussi, mais en tout cas ils l'ont fait. Et donc, au bout de 3 mois, ils ont sorti les levures et ils ont regardé celles qui avaient survécu et ils se sont dit, on va les proposer en fait aux 19 producteurs de saké de Kochi pour qu'ils puissent les utiliser pour faire forcément des produits complètement uniques. Et mon petit doigt me dit que parmi les sakés que vous allez... Parce que je vous ai dit, il y a des liqueurs, mais il y a aussi quelques sakés. Il y en a un qui est fait avec la Space Deep Sea Kobo. Donc vous allez pouvoir goûter un petit peu l'espace, les profondeurs dans un saké.
Donc ça, c'est quand même impressionnant, hein, comme voilà. Enfin moi, ça me fascine. Je me dis voilà, il s'est réveillé un matin, ce monsieur, et puis il s'est dit je vais envoyer mes levures dans la station Soyouz. Alors figurez-vous que j'ai appris récemment qu'on envoie aussi des pieds de vigne à Bordeaux dans la station Soyouz. Donc mais bon, en même temps, ils sont très connectés. Voilà, à la faculté d'œnologie de Bordeaux avec le Japon, il y a beaucoup de liens, donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà, une eau qualitative, des riz aussi locaux, des levures que l'on façonne et forcément un savoir-faire ancestral. Ça fait et ça ne peut faire que des étincelles. Donc les sakés en fait de Kochi sont reconnus et sont souvent primés lors de concours, comme d'ailleurs Kura Master. Chaque année, on a voilà, des sakés de Kochi qui sont primés. Les sakés en fait, de Kochi sont faits aussi pour la gastronomie de Kochi. Donc, ils vont très bien se marier justement avec les fruits de mer. Donc, on est sur des sakés qui sont croquants, en règle générale, qui sont plutôt secs qui apportent vraiment... Je vous ai mis une petite photo des 19 producteurs qui voilà, ont cette texture croquante, dynamique, qui se marie en fait bien avec voilà, la gastronomie de Kochi, mais aussi chez nous. Hein. Voilà, parce qu'il y a la gastronomie de Kochi, mais on peut aussi boire les sakés avec notre cuisine française, sans aucun problème. Croyez-moi. Donc voilà, les 19 producteurs qui voilà, font eux aussi bien sûr la part belle aux agrumes que vous avez sur la préfecture de Kochi. Car une autre spécialité, là vous voyez aussi là où je veux en venir hein, petit à petit, c'est bien sûr ces milliers de soleils parfumés. La préfecture hein, de Kochi pratique l'horticulture depuis très très longtemps. Voilà, ils ont une véritable expertise, notamment sur le maraîchage sous serre. Et la préfecture voilà, nous a donné quelques informations, quelques chiffres. Et elle est leader dans la production d'aubergines, par exemple. Ce qu'on appelle tosa nasu, de gingembre aussi, myogai, de ciboule de Chine, mais aussi forcément dans la production d'agrumes. Alors on ne sait pas depuis combien de temps exactement Kochi fait en fait de la production d'agrumes. C'est très difficile de dater avec précision voilà, quand est-ce que le yuzu par exemple est apparu à Kochi. On a bien sûr des yuzu que l'on va qui sont comment dire qui sont produits, qui sont plantés. Mais par contre, il existe aussi des yuzu sauvages. Donc, voilà, c'est là que il est un peu difficile de se dire quand est-ce que ces yuzu sauvages sont apparus et à quel moment aussi on les a vraiment domestiqués, même si on sait que voilà, il y a eu une période où la demande pour notamment la production le produit de yuzu a vraiment explosé. Donc Kochi, c'est 50% de la production de yuzu du Japon. Hein, donc c'est vraiment leader. Et vous avez également un produit qui est de Kochi, c'est le pomelo de Tosa. Donc, et là, c'est 90% de la production japonaise. Donc, et ensuite, je voudrais appuyer sur quelque chose. C'est que en fait, Kochi est leader au Japon sur la production en fait, de ce qu'on appelle les sumikan. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les sumikan, en fait, c'est une famille d'agrumes qu'on pourrait traduire par mandarine vinaigrée. Et en fait, ces mandarines vinaigrées, c'est pas... Alors, dans cette famille-là, et le yuzu en fait partie, on ne peut pas vraiment manger la chair comme on le fait avec une clémentine ou avec une orange. Voilà. On utilise plutôt l'écorce et le jus est très acide et donc on va l'utiliser en gastronomie, en cuisine. Et à l'époque, c'était surtout pour conserver en fait les aliments, pour éviter la détérioration
des aliments dans le cadre en fait d'une préfecture qui était plutôt humide. Voilà. Donc c'est de là aussi que part le lien entre la gastronomie et les agrumes en fait, et c'est sumikan, donc c'est mandarine vinaigrée. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Alors pourquoi en fait est-ce qu'il y a autant d'agrumes à Kochi? Pourquoi est-ce que Kochi est leader dans la production de yuzu? Eh bien ça vient d'une part de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la proximité avec l'océan, le fait qu'il y ait des montagnes, de l'eau pure, un climat aussi, hein. C'est surtout le climat qui fait toute la différence, parce que la température moyenne à Kochi c'est à peu près 17 degrés sur l'année, donc vous voyez il fait pas non plus très très chaud. Et les agrumes, c'est vrai qu'elles aiment bien la chaleur, mais elles aiment aussi des nuits fraîches. Ça permet vraiment de développer toute l'aromatique en fait, d'avoir des produits qui soient explosifs d'un point de vue gustatif. Et Kochi, c'est humide. Alors, vous l'avez compris, c'est marqué sur mon front, je suis de Bordeaux. À Bordeaux, c'est humide. Je veux dire, moi, quand on me dit que la Bretagne, il pleut, je rigole. Parce que à Bordeaux, enfin, je veux dire, c'est... Voilà. On ne fait pas du sauterne comme ça pour faire joli. Non, c'est parce qu'on a de la moisissure partout. Il y a à peu près 800 mm de pluie par an à Bordeaux. Et on dit c'est humide. Alors l'année dernière, il y a eu 1300. On a battu tous les records. Là, à Toshi, il y a à Kochi, Toshi, je fais un mélange de Tosa et de Kochi maintenant, il y a 2600 mm de pluie par an. Bordeaux peut aller se rhabiller, hein, voilà. Là, vous vous rendez compte. Donc c'est très très humide. Et ça plaît beaucoup en fait aux agrumes et à celui voilà dont on parle vraiment. C'est notre fameux yuzu qui est voilà, le symbole. Je vous ai mis cette magnifique petite photo. Alors vous avez vu dans la vidéo aussi, hein, voilà, ces champs en fait de yuzu qui sont dans la forêt, dans la montagne, voilà, là dans les gorges. C'est voilà, c'est un vrai succès en effet pour la préfecture. Et donc voici le yuzu. Le fameux. Donc vous allez bien évidemment déguster après des yuzu-shu. Donc c'est un agrume de la famille du citrus. Je vous ai mis pour ceux qui aiment bien les noms latins et qui un jour veulent aller en pépinière voilà, avec le nom précis. Je me suis dit que why not. Mais voilà, je vous ai dit j'étais au Japon il y a 10 jours. Alors j'étais pas dans la préfecture de Kochi, j'étais dans la préfecture de Mie, qui est pas très loin en fait de Osaka, et j'ai rencontré des producteurs et j'ai dégusté un super yuzu-shu, mais vraiment c'était très très bon. Et je lui dis mais les yuzu ils viennent d'où? Et il me dit ah ben j'ai un copain, il fait des yuzu à Kochi. Donc j'ai dit ah je comprends. Donc même ailleurs hein, au Japon, voilà, on utilise les yuzu de Kochi, sont vraiment reconnus pour leur super qualité. Et donc, depuis les années 60, la demande domestique explose. Et là, je pense que vous l'avez peut-être vu. On voit du yuzu à peu près partout maintenant en France. Que ce soit dans des produits cosmétiques, que ce soit voilà, chez les pâtissiers, les chocolatiers. Voilà, ça devient les mochis glacés au yuzu. Enfin, voilà, on le retrouve vraiment partout aujourd'hui. Et donc, forcément, cette demande, ça a permis... les producteurs, en fait, ont dû vraiment s'organiser. Hein, parce que avant, c'était voilà, des yuzu sauvages, on les récupère et puis voilà. Et là, voilà, maintenant, il faut s'organiser, il faut les développer. Et donc, on utilise aussi beaucoup le yuzu dans la cuisine traditionnelle japonaise, donc kaiseki, le ponzu, le yuzu kosho. Et je me suis dit que j'allais répondre à vos questions avant que vous ne les posiez. En vous disant qu'un arbre, ça donne à peu près 150 yuzu. Voilà, en termes de pièces. En fait, un yuzu, ça pèse 120 grammes à peu près.
Et par contre, quand on plante en fait un semis de yuzu, il faut attendre 15 à 20 ans pour obtenir en fait des fruits. Donc il faut donc beaucoup de patience. Autre agrume que vous allez goûter, c'est la bergamote. Donc la bergamote, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est originaire en fait du sud-est asiatique. C'est plutôt la Calabre, Naples, ça représente 95% de la production mondiale. Donc les Italiens, voilà, de toute façon ils aiment beaucoup les agrumes eux aussi, hein. À Kochi, cet agrume, on le fait pousser à côté des champs de thé, justement parce qu'on l'utilise en fait pas mal dans la production en fait de thé, dans les cocktails et les bonbons. Et on l'utilise aussi, bien sûr, pour la production de liqueurs. Autre très joli agrume, c'est le bushoukan. Le bushoukan, c'est le fruit défendu. Tout de suite, c'est un agrume qui est très très rare, qui est un hybride en fait du yuzu, qui est très rafraîchissant avec une acidité puissante. C'est le roi des mandarines vinaigres. Voilà. Donc c'est le roi des sumikan, il a une légère amertume et donc ça fait des très très belles liqueurs. On a ensuite le buntan qui est un cultivar en fait du pamplemousse originaire du Japon. Alors lui il est énorme comparé en fait au bushoukan parce qu'il peut peser jusqu'à 800 grammes quand même. Voilà. Donc l'écorce est épaisse, elle adhère vraiment aux fruits. Et ça rend bien sûr le fruit plus amer si elle n'est pas retirée. Et il y a un bel équilibre en fait entre l'acidité, la sucrosité et l'amertume. Le konatsu, qui est en fait un agrume jaune clair, on la surnomme en fait la nouvelle orange d'été. Elle est assimilée à une orange douce, voire un pomelo. Donc c'est très très juteux, sucré, légèrement aigre. Et donc là aussi, vous allez pouvoir goûter une liqueur avec du konatsu. Autre agrume, le naochichi. Et donc, son nom provient de Monsieur Naochichi, qui est un poissonnier et qui en faisait en fait la promotion parce qu'il trouvait que ça se mariait très très bien en fait avec les poissons qu'il vendait. On le surnomme aussi agrume fantôme. C'est un condiment qui est très réputé pour sa saveur entre l'acide, le sucré et l'amertume, et qui est très très rafraîchissant et qu'on ne croise pas vraiment souvent également. Le ponkan, peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est un hybride en fait entre un pomelo et une mandarine. Donc il est d'origine en fait américaine, mais il fait partie depuis longtemps des agrumes japonais de forme ronde, et les arbres aussi sont très généreux, donc ça permet de faire des liqueurs très juteuses. Et enfin Mikan, qui est aussi très très connue, c'est la copine de la clémentine. Ça plaît beaucoup aux enfants en règle générale parce que c'est un petit agrume, c'est juteux, c'est sucré. Donc c'est facile on va dire à consommer et c'est peu acide aussi, donc ça donne aussi des très très belles liqueurs. Donc vous voyez tous ces agrumes là, et ça c'est juste le type de l'iceberg, hein, parce qu'il y en a énormément d'autres, mais c'est la petite sélection en fait de liqueurs d'agrumes que vous allez avoir, parce que je vous parlais bien sûr du meilleur mariage. Le meilleur mariage, c'est quand même celui-là. C'est le mariage en fait du saké avec ses agrumes. Alors, vous allez me poser la question et je vais vous répondre immédiatement, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait les liqueurs d'agrumes, parce que forcément il y a plusieurs façons. On pourrait très bien faire mariner en fait les agrumes directement dans le saké, et ensuite on peut rajouter un élément sucrant en fonction de ce que l'on aime. Mais ici en fait, plutôt à Kochi, ce que l'on fait, c'est qu'on prélève le jus et ensuite on mélange en fait le jus avec le saké. Donc c'est pour ça que j'ai souvent utilisé ce terme de juteux,
parce que je trouve que c'est une définition qui... à chaque fois, c'est pratiquement un des premiers mots qui me revient, et surtout, ça permet vraiment de conserver toute l'aromatique de l'agrume. Voilà, on peut vraiment retrouver le goût du yuzu, le goût du konatsu. C'est vraiment très respectueux en fait du fruit. Et en effet, c'est édulcoré, plus ou moins. Donc c'est ça qui est beau avec les liqueurs. Donc vous avez compris, comme c'est fait à base de saké, il n'y a pas énormément d'alcool. On n'est pas sur une liqueur de base spiritueuse. Donc on reste quand même toujours avec modération, mais c'est quand même plus raisonnable. Et en effet, c'est plus ou moins sucré, c'est plus ou moins acide, c'est plus ou moins sec, plus ou moins amer. Vous allez voir, il y a quelques liqueurs qui sont surprenantes sur justement ce côté amertume. Mais c'est vraiment réconfortant en tout cas d'avoir aussi des produits qui respectent autant le goût en fait des agrumes. Moi je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très bien faits. Ensuite tous les goûts sont dans la nature. Vous allez pouvoir justement les déguster et vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, elles sont toutes très bien faites. Et pour la partie édulcoration, on est soit sur du sucre ou alors du miel. Voilà. Donc c'est un voyage, on va dire, à Kochi. Et bien sûr, ces liqueurs, elles se consomment fraîches. Elles peuvent aussi se consommer à température ambiante. Elles peuvent être bues en apéritif, mais aussi durant le repas, puisque vous avez vu que ça se marie bien avec la gastronomie. Donc pourquoi pas sortir parfois un petit peu de nos zones de confort et prendre un verre, par exemple, de yuzu avec justement un sashimi. Ça peut tout à fait fonctionner, enfin en tout cas c'est ce que Kochi nous dit. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver à la dégustation et de voir si ce mariage des saveurs fonctionne pour vous. Je vous remercie. Merci Chloé pour ce formidable tour d'horizon de ce qui nous attend maintenant, puisque vous l'avez compris, il est l'heure des travaux pratiques, la dégustation. Quelques points en fait sur cette dégustation, donc Chloé l'a très bien expliqué. On a aujourd'hui, c'est exceptionnel, l'occasion de pouvoir déguster 9 liqueurs d'agrumes de Kochi, 9 liqueurs différentes. Mais pas seulement, nous avons également 100 sakés également, dont le prix du président, qui cette année a été remporté par un brasseur de la préfecture de Yamaguchi avec son saké Ganki. Et vous retrouverez également des sakés de Hiroshima et de la préfecture de Hyogo qui présentent aussi ses meilleurs sakés faits avec le fameux riz Yamada Nishiki. Alors, pour cette dégustation, vous avez besoin dans un premier temps de ceci. Ce petit flyer orange va vous permettre d'ouvrir la porte du sésame de cette dégustation, puisqu'il va s'échanger contre un verre que vous allez devoir rendre à la fin de la dégustation. Lorsque vous sortirez de cette salle, nous avons un membre de notre équipe qui sera là pour vous aider à participer à notre petite loterie qui a lieu chaque année. Alors pour les habitués, vous savez déjà qu'on fait un tirage au sort durant la dégustation et nous avons en fait 15 bouteilles à vous faire gagner. Oui, tout à fait, 15 bouteilles, donc on a besoin de participants. Donc préparez vos téléphones. Lorsque vous sortez de cette salle, il sera là avec le code QR à flasher. Lorsque vous flashez ce code, vous avez un petit questionnaire à remplir. Une fois qu'il est rempli et envoyé, vous êtes dans la liste. Ça marche ? Super. Merci encore une fois à tous. Et je vous donne rendez-vous pour la dégustation.